Bonsoir chers téléspectateurs, encore une fois à cette deuxième partie de notre programme d'aujourd'hui. Donc Emmanuel Macron, président français, qui a envoyé une lettre à son Premier ministre pour lui demander d'escalader, si je peux dire, les relations entre la France et l'Algérie, d'utiliser les leviers pour faire pression sur le pouvoir algérien. Au moment où le pouvoir algérien, à travers son ministère des Affaires étrangères, il insiste comme quoi cette escalade, cette mise en tente, si je peux dire, entre Alger et Paris, ce n'est pas la faute d'Alger, c'est la faute incombe complètement à la position française. On vient à ce sujet qui est très essentiel et très important pour les deux pays, l'Algérie et la France, qui gardent des relations depuis 62, plus de 63 ans, des millions d'Algériens qui vivent en France. Donc, ce sujet est très sensible. J'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui maintenant M. Mohamed Zen Rahmoul, le représentant du poste international ici à Londres, qui vient de nous rejoindre. M. Rahmoul Zouflek, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Salim pour ton invitation. Je te salue tous tes invités et les téléspectateurs, ainsi que la régie qui a fait beaucoup d'efforts aujourd'hui. C'est vrai, vous avez complètement raison. Monsieur Rahmoun, d'abord votre avis par rapport à cette lettre de Macron et cette escalade en général des relations entre Alger et Paris. Est-ce qu'on est arrivé à un point de non-retour, comme diraient quelques observateurs? La crise est liée, elle est installée depuis maintenant longtemps, mais en fait c'est une douche froide, surtout pour le président algérien qui, rappelons, a dit que il a séparé le problème en fait entre Macron et, si vous voulez, son ministre de l'Intérieur, tout simplement. Mais là, c'est une réponse du président français. Donc déjà, il n'y a pas ce qu'on appelle, ils n'ont pas prévu, je pense, il n'a pas prévu, parce que si le président, l'équipe dirigeante aujourd'hui ont prévu cette réponse, je ne pense pas qu'il aurait pu s'aventurer dans de tels propos. Toutefois, j'aimerais attirer votre attention sur certains faits. Pour un tout petit peu mon humble analyse, il faut toujours contextualiser. Le retour des extrêmes droites ou de la droite dure dans le cas de Retailleau n'est pas uniquement, typiquement du propre de la France. Il y a pratiquement un mouvement mondial dans ce sens. Les États-Unis, l'Argentine, la Hongrie, l'Italie et bientôt d'autres pays européens. Donc, et aussi même l'Algérie, c'est des relents de l'extrême droite dont si vous voulez, se colore l'équipe d'aujourd'hui dirigeante, avec un langage ultranationaliste, retour donc conservateur, donc à des valeurs bien conservateurs, des alliances avec des islamistes, et bien évidemment, lançons la privatisation et bien évidemment, cédons multinationales, chose que les extrêmes droites font un peu partout. Mais bien sûr, c'est une simple couleur. Le régime algérien est habitué à prendre beaucoup de couleurs, comme fut dans la période des années 60 avec le socialisme, comme fut de la lutte antiterroriste et d'une façade républicaine, comme fut d'une réconciliation, quelle réconciliation, et ainsi de suite. L'essentiel, l'ossature, l'ADN n'a jamais changé, tout simplement. Et si penser que Macron a cédé pour l'extrême droite, je ne pense pas. Je pense que d'ailleurs, regardez bien, qu'est-ce qu'ils ont dit d'ailleurs au début, compte tenu des difficultés croissantes que nous rencontrons en matière migratoire et sécuritaire avec l'Algérie, je souhaite que nous puissions prendre des décisions supplémentaires. Donc c'est comme s'il a avalisé tout ce qui a été fait et il veut davantage. Mais chercher qui a tort, qui a raison, n'est pas la question. Premièrement, parce qu'il y a une immigration algérienne qui souffre, et personnellement, je suis complètement opposé à ce que le peuple algérien souffre davantage. Il a souffert depuis des siècles, et même après l'indépendance, et 2019 encore, c'était l'un des mouvements les plus extraordinaires que l'humanité n'ait jamais connu. Il a appelé un état civil et non islamiste. Il s'est, rappelez-vous, de Ben Khallaousaouia, Dawla Madaniya Machi Askariya. J'étais partie prenante et actif du Hirak. C'était au contraire des aspirations démocratiques. Il y avait une certaine maturité extraordinaire que le régime algérien n'a pas voulu. Et à ce jour, s'il y a un ennemi dont le régime algérien ne veut pas, et c'est clair, ce n'est pas les islamistes, mais surtout c'est le courant démocratique. C'est dans ça dont il a peur.
Et c'est pour ça que nous appelons à chaque fois au garde-fou, c'est pour tout simplement dire que nous avons aussi compris c'est quoi les impératifs qu'il faut à notre démocratie. Donc, c'est pour un tout petit peu couper l'herbe à tous ceux qui critiquent le Hirak et l'assimilent à des mouvements qui ne sont pas mûrs ou immatures. Au contraire, ils sont mûrs. Les Algériens, c'est un peuple mûr. Et c'est pour ça qu'ils méritent de vivre dignement. Mais aussi, si nous allons lire, comme vous dites, le communiqué de la présidence française, Hussein a parlé de l'article 47, donc je ne vais pas revenir dessus, mais qui touche surtout nos étudiants déjà. Il peut les toucher parce qu'il parle avec le verbe qui permet. Donc il y a une possibilité de l'utiliser, c'est pas sûr. D'ailleurs, dans tout ce communiqué, il y a du conditionnel. Pour preuve, la réponse des autorités algériennes à nos exigences en matière de coopération migratoire et consulaire détermine la suite à nos démarches. Donc ça peut aller en crescendo, tout dépend de la réaction algérienne. Et comme j'ai lu la réaction algérienne, j'ai été très étonné, d'ailleurs même assez, de voir que ils ont parlé al-Ittifaqiyya al-Europiyya li Huquq al-Insan, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est la Convention européenne des droits de l'homme. D'accord, on va donner du crédit à ce qui a été dit, parce qu'il y a effectivement des articles qui peuvent être utilisés, excusez-moi de le temps de prendre mes notes, il y a des articles de loi qui peuvent être utilisés justement par l'Algérie, par exemple l'article 6, droit à un procès équitable. Pas de peine sans loi. Article 8, droit au respect de la vie privée et familiale. Article 13, droit à un recours effectif. Article 14, interdiction de discrimination. Mais si on prend l'article 9 de cette même convention, liberté de pensée, de conscience et de religion, quand on sait que les églises protestantes sont complètement fermées, quand on connaît la ferme de Siman Bouhofs, alors on se demande quelle liberté de conscience il y a en Algérie et religion. La liberté d'expression, je ne vais pas m'étaler, tout le monde connaît le constat. Il n'y a pas de liberté d'expression, tout simplement. Il y a une foutaise d'expression. Liberté de réunion et d'association, alors là, liberté de réunion, est-ce que ça existe? J'aimerais bien le voir. Faire des marches pour Gaza, c'est tellement difficile pour l'Algérie, en régime algérien, pardon, par la simple raison parce qu'il a peur que ça va se tourner pour un Hirak 2. Et encore, donc, voici, pourquoi je cite ces articles de cette convention? Parce qu'elle a été citée par le régime algérien. Il cite ce qui l'arrange, alors que lui-même ne respecte pas les droits de l'homme. Alors, pourquoi interpeller la France à respecter cette même convention, alors que le régime algérien n'a pas respecté ni la Déclaration universelle des droits de l'homme, ni le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni les différentes conventions avec l'OIT signées, ni rien du tout. Donc, déjà dans ce communiqué, on voit un tout petit peu, si vous voulez, j'en suis vraiment, franchement, même choqué. Pourquoi parler de pays de droits de l'homme alors qu'il n'y a pas respect des droits de l'homme? Les détenus d'opinion, ils existent, ils sont définis, ce sont des détenus d'opinion, ils n'ont jamais été respectés. Donc ça, c'est une critique par rapport déjà au communiqué qui a été fait par le ministère des Affaires étrangères. Du moins, ce que je vous dis. Très bien. Monsieur Gussoum, si on revient à vous par rapport à cette décision française, vous pensez que les leviers dont parlait Macron vont affecter, si je peux dire, les responsables algériens, parce que en enlevant le droit, je veux dire, de visa aux détenteurs de passeports diplomatiques, ou peut-être les 801 personnalités des responsables algériens qui vont être, ou peut-être ils vont, la France va peut-être enquêter ou savoir comment ils ont eu leurs biens en France. Est-ce que ça peut affecter la position algérienne, et surtout que ça peut créer une zizanie, une difficulté entre les responsables, parce que ceux qui sont touchés par des mesures pareilles, ils ne vont pas être très très contents. Alors, tout d'abord, permettez-moi de revenir sur la question des 800 personnes dont vous avez parlé. D'abord, cela a été une menace brandie par la France il y a 2 mois. Qu'a répondu l'Algérie? Elle a répondu chiche. Donc, il venait de fait aux autorités françaises de diffuser cette liste avec les noms, prénoms et tous les biens. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? Dans ces cas-là, il faudrait se poser des questions sur les menaces. Ensuite, je voudrais revenir sur ce qu'a dit le frère Hamzian
que je salue par ailleurs. Sur la question de la liberté religieuse, vous avez fait une erreur, c'est Amziane. Vous avez parlé d'églises protestantes. Il s'agit là d'églises évangélistes qui n'ont rien à voir avec ce que l'on appelle l'église gréco-romaine protestante. C'est en Angleterre, là où vous vivez. Mais en ce qui concerne les églises sans installation légale en Algérie, ce sont des églises évangélistes. Ce sont de la même manière que l'on qualifie en France l'islam politique, de ce côté-là de l'Algérie, c'est du christianisme politique. Donc il ne faudrait pas confondre les choses. Donc église évangéliste et non église protestante, ça a tout son sens et son importance. Sur la question des OQTF, je tiens juste à rappeler qu'il y a eu, j'espère, et je pense que vous allez vous en souvenir, des statistiques des autorités françaises, il y a à peu près de cela 4 à 5 mois, qui démontraient que l'Algérie procédait à l'acceptation des ressortissants sous OQTF dans la même proportion et le même pourcentage que le Maroc, et qui faisait mieux que la Tunisie, puisque l'Algérie avait à peu près de mémoire 4,8%, le Maroc c'était à peu près 4,7% et 5% la Tunisie. Donc pourquoi distinguer les OQTF algériens et les autres pays du Maghreb s'ils respectent dans l'ensemble leurs obligations? Dernière intervention sur la question des OQTF. Les OQTF, il y a des règles. L'Algérie est algérienne, elle n'est pas française, ça n'est pas Chronopost, ça n'est pas DHL. On n'envoie pas une personne sous OQTF sans passer par la question consulaire, et on passe par le consulat d'Algérie. L'Algérie est un État. Lorsque Si Amziane dit et argue de la Convention européenne des droits de l'homme, la CEDH, dans ses différents articles, et ce n'est pas parce que des droits ne seraient pas respectés en Algérie que les Algériens sous OQTF en France, qui ont la possibilité de faire valoir leurs droits, ne le feraient pas. Donc, sur cette question des OQTF, l'Algérie a respecté bien plus que d'autres pays maghrébins l'année 2024, et secondement, je le dis, je le répète, l'Algérie, ça n'est pas la France, et donc on n'envoie pas des OQTF sans passer par le consulat avec un laissez-passer. Le laissez-passer est une règle qui existe depuis des décennies. Lorsque le ministre Retailleau a envoyé et renvoyé directement des OQTF, l'Algérie était tout à fait en droit de le faire, parce que, je vous le dis, l'Algérie, ça n'est pas la France, et on ne fait pas ce qu'on veut. Il y a des règles à respecter. Le laissez-passer du consulat en est une. Vous savez qu'ils ont même tenté d'expulser une Marocaine vers l'Algérie, tellement ils ne savaient pas quoi faire. Donc, sur cette question, je le dis simplement. Peut-être, monsieur, comme ça, vos arguments vont être à l'encontre des autorités algériennes, parce que si vous pensez que l'Algérie avait raison, malheureusement, de l'autre côté français, Macron a essayé à plusieurs fois, tendu sa main, elle a même envoyé la ministre des Affaires étrangères. Comment nous... fait en 2021 vous vous souvenez de ce qu'il a fait en 2021? Vous parlez d'aujourd'hui, 2024. Qu'est-ce qu'il a fait en 2021? Il est arrivé au pouvoir en mai 2017. Le président Tebboune est arrivé le 12 décembre 2019, 2020. Et la moitié de 2021 ne comptait pas avec la crise Covid qui touchait tout le monde. Et qu'a fait le président de la République? Il a parlé de rente mémorielle par l'État algérien, et il s'est même posé la question de savoir s'il y avait une nation algérienne. Que s'est-il passé? Je me permets de vous rafraîchir la mémoire. C'est que Ramzan Lamamra, qui était ministre des Affaires étrangères en 2017, lorsque M. Macron a été élu, était en voyage officiel au Mali. Qu'a-t-il dit au Mali? Il a dit, après cette déclaration sur la question de la nation algérienne, il a dit « Monsieur Macron devrait savoir que les cadeaux, ce n'est pas à sens unique ». D'après vous, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Et tout de suite après, même pas 3 jours après, le président Macron a dit que l'Algérie avait mal compris sur la question de la nation algérienne. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Le conflit qui est entre la France et l'Algérie a commencé par Macron. Mais entre-temps, Macron il est venu en Algérie, il a envoyé même, il a fait déplacer son gouvernement complet à Alger. M. Tebboune avait déclaré comme quoi il va se déplacer en France parce que ça va être une visite historique. Donc il y avait des arguments, il y avait une place pour une entente. Oui, mais finalement... oui, mais vous ne faites pas des déclarations. Vous ne faites pas des déclarations en disant qu'il n'y a peut-être pas une nation algérienne, et vous attendez que le président vienne. Non, mais le président Tebboune a annulé sa visite, c'est pas à cause de ça. Il y avait d'autres raisons qui ont mené à ce que M. Tebboune a... Des successions de raisons. Des successions.
Oui, mais justement, mais je voulais dire qu'on avait eu des occasions que le pouvoir algérien a raté pour avoir des relations stables, améliorer cette relation, même si le pouvoir algérien pense comme quoi c'est la faute à l'extrême droite, mais on pouvait régler les choses avec Macron. On n'a pas laissé le temps à l'Algérie. Le président Tebboune est arrivé le 12 décembre 2019. Non, mais je parle 2021 ne comptait pas. Je parle de la dernière crise. 2021 ne comptait pas. Moi, je parlais de la dernière crise, monsieur. Il commence en novembre. Je parlais de la dernière crise. Oui, mais non, mais vous parlez de la dernière crise. Moi, je vous parle de celle d'avant. Vous n'allez pas mettre à partir de Jésus-Christ, quand même. Non, il y a eu une crise en 2024, mais le président Tebboune, je le dis, je le répète, comme ça j'en terminerai là. Il est arrivé le 12 décembre 2019, 2020, 2021, crise internationale, le Covid, etc. Novembre 2021, le président Macron déclare qu'il y a une rente mémorielle et qu'il ne sait pas s'il y avait une nation algérienne. Vous vouliez faire quoi? À quel moment est-ce que le président Tebboune pouvait venir en France alors que cette déclaration a été faite en novembre 2021? Et donc, à peine quelques mois après la réouverture des frontières. Mai 2021, je vous le rappelle, réouverture des frontières. Novembre, il se pose la question s'il y a une nation algérienne. Et vous pensez que le président Tebboune allait venir ici à l'Assemblée nationale? Il faut être sérieux. Très bien. Monsieur Hassan Harish, qu'est-ce que vous en pensez déjà de cette crise? Est-ce que la position algérienne, à votre avis, est-ce qu'elle a dans sa réponse l'intérêt des Algériens, l'intérêt de la population algérienne? Parce que peut-être c'est ça le débat, hein, c'est que cette crise, la France, elle se bat pour, peut-être, comme diraient quelques-uns, elle se bat pour l'intérêt de ses citoyens. Est-ce que vous pensez que l'Algérie, qui est partie prenante de cette crise, est-ce que les autorités algériennes, ils ont comme intérêt de la citoyen leur principale raison et leur principal but? Moi, personnellement, je pense que l'intérêt des Algériens et des Français aussi ne peuvent pas être véritablement assurés quand il y a des tensions entre les deux pouvoirs, entre les deux systèmes. Et donc, à partir du moment où les droits des deux peuples sont rognés d'une façon ou d'une autre et de façon plus ou moins importante, il va de soi que ça ne va pas dans l'intérêt ni des Algériennes ni des Français, et qu'aujourd'hui, on assiste à une relation uniquement au sommet des deux États. Il y a malheureusement absence de relations entre les universitaires, les syndicalistes, les entrepreneurs, les chercheurs, ainsi de suite, les étudiants. Et donc, c'est tout ça qui, évidemment, en déperdition. Maintenant, ma conviction, c'est qu'il faut observer d'un point de vue interne, c'est que l'Algérie a besoin de montrer quelque part ses muscles par rapport à la France, parce que un certain nombre de forces politiques au pouvoir en Algérie et même dans une certaine opposition, c'est un peu une habitude politique et géopolitique de montrer qu'on est anti-français. Ça donne une posture de patriote, une posture de nationaliste, etc., une posture d'anticolonialiste, que ceux qui, justement, la plupart de ceux qui n'ont pas été à la hauteur pendant la guerre de libération nationale, montrent aujourd'hui un peu leurs muscles pour dire que, vous voyez, nous sommes des patriotes, que ce soit ces personnes directement concernées ou leur progéniture, ou leurs enfants. Donc, il y a une espèce de posture politique aujourd'hui en Algérie d'un certain nombre de personnes qui, justement, se sont mal à l'aise dans une relation apaisée, équilibrée entre la France et l'Algérie. Ça, du côté algérien. Maintenant, du côté français. J'espère que vous m'entendez. On vous entend très bien. Voilà. Du côté français, on assiste exactement à la même chose. D'abord, il y a l'extrême droite qui sont des revanchards, il y a une frange de pieds noirs qui sont dans la nostalgie, et l'Algérie est devenue une variable d'ajustement au niveau politique français. Taper sur l'Algérie, montrer que l'Algérie est un pays de dictature, qu'elle a arrêté un certain nombre, ce qui malheureusement est vrai sur un certain nombre de points au niveau des arrestations, mais mettre ça en valeur aujourd'hui alors que ça a été tué pendant des décennies, c'est uniquement
dans un jeu de politique politicienne entre l'extrême droite et puis la droite extrême, essayer chacun d'avoir certaines voix pour les prochaines élections, aussi bien municipales que présidentielles. Après, il y a évidemment un terrain géopolitique qu'il ne faut pas négliger. La France est beaucoup plus proche d'Israël, beaucoup plus proche aujourd'hui maintenant du Maroc, proche des Émirats arabes unis, proche de l'Égypte, proche de l'Arabie saoudite, qui sont des pays plus ou moins hostiles à l'Algérie. Et l'Algérie est proche de la Russie, de la Turquie, de la Chine, et qui sont aussi des puissances hostiles à la France. Donc il y a un jeu d'équilibre de la terreur psychologique, de la terreur émotionnelle des deux côtés. On bombe le torse des deux côtés. On est véritablement dans une configuration politique beaucoup plus narcissique, beaucoup plus de mégalomanie. On fait beaucoup d'affichage des deux côtés. On montre dans des deux côtés qu'on est des souverainistes, qu'on ne veut pas évidemment que tel pays humilie notre nation, etc. Tout un vocabulaire pompeux pour satisfaire une certaine clientèle conservatrice des deux côtés. Donc, pour chacun des pays, plutôt pour chacun des systèmes, réciproquement, ces deux pays sont des variables d'ajustement, aussi bien au niveau intérieur qu'au niveau extérieur. Donc tout cela, évidemment, n'est pas sérieux, ne va pas dans l'intérêt ni des deux peuples, ni des deux nations, ni de deux États. Je pense que c'est dans ce sens-là, cher ami Sid Mennad, que je dirais il faut un climat d'apaisement, parce que tout simplement un climat de tension permanente, de tension recommencée, ne sert pas, de mon point de vue, les intérêts des citoyens algériens, comme vous l'avez souligné, ni les citoyens français d'autre part. Que ce soit les étudiants, que ce soit les chercheurs, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les syndicalistes, que ce soit tout simplement les voyageurs des deux côtés, que ce soit les footballeurs, ainsi de suite, les journalistes et que sais-je encore. Donc, encore une fois, il faut poser les dossiers sur table, les étudier un par un. On a été piégé, en fait, aussi, quelque part, par la commission de l'historien Benjamin Stora, parce que on est allé chercher justement résolution des problèmes uniquement du côté historique, du côté de la mémoire, etc. On a privilégié ce côté de la mémoire du point de vue uniquement des historiens, alors que pour véritablement résoudre des problèmes de contentieux historiques, de contentieux économiques, de contentieux migratoires, de contentieux sécuritaires, etc., etc. Il faut une commission d'économistes, de psychologues, de sociologues, etc. Deux historiens ou des équipes d'historiens ne connaissent pas grand-chose à l'économie, ne connaissent pas grand-chose à la technologie, ne connaissent pas grand-chose aux problèmes des affects, parce que 130 ans de présence, plus évidemment 60 ans d'indépendance dans des relations houleuses, agissent beaucoup plus sur le psychologique. On ne peut pas faire de la politique sans connaître les enjeux que ça peut poser, notamment entre deux pays qui sont liés par des familles, liés par des circuits financiers, des circuits culturels, des circuits de marchandises, pas seulement officiels, mais aussi individuels et familiaux. Donc tout ça est à prendre en compte. Pardon, je vais prendre un petit peu d'eau. Bien sûr.
Sans cela, il me semble vraiment qu'on est en train de nous aussi de nous laisser entraîner par une politique politicienne, par des discours d'affichage, par des discours de poussez-vous que je m'y mette. Chacun essaye de montrer que c'est le plus fort, que c'est celui qui va pas céder. Une espèce de bras de fer, mais entre forcément des gens qui ne regardent pas les intérêts des deux pays, mais regardent leurs propres intérêts, leurs propres petites personnes. En fait, ils ne regardent pas d'autres pays, ils regardent le miroir. Chacun se regarde dans un miroir, chacun va montrer qu'il a des épaules assez larges, qu'il a des coups de franche, mais la réalité, que ça va pas très loin, quoi. La réalité du terrain, c'est qu'on joue perdant-perdant. Docteur Sidi Mned, si on vient beaucoup à... Docteur Sidi Mned est là avec nous? Vous m'entendez? Sidi Mned... Non, il y a un problème de communication. Peut-être on va essayer de régler le problème. Monsieur Mohamed Zen Rahmoussi, on vient beaucoup accuser le pouvoir algérien d'exceller dans l'utilisation des sentiments nationaliste des Algériens. Maintenant, il va utiliser cette crise entre Alger et le Paris pour essayer de créer cette légitimité populaire, ce soutien populaire par rapport à la France. Vous pensez que c'est une bonne stratégie, surtout avec vous avez parlé de ces visas pour longue durée, que beaucoup d'Algériens vont être touchés par cette décision. Est-ce que vous pensez que ça va créer ce soutien dont le pouvoir algérien a besoin, ou au contraire, ça va, comment dirais-je, ça va créer un sentiment contre le régime parce qu'il va être considéré comme quoi c'est la raison de cette crise, de ce conflit. Qu'est-ce que vous en pensez de cette stratégie du pouvoir? La population et le régime est liée. Nous l'avons déjà vu durant le deuxième suffrage. Ce suffrage de la honte, donc tout simplement. Et donc, est-ce que cette décision, enfin, c'est pas encore une décision, puisque j'ai dit ils peuvent le faire. C'est pas automatique, mais si il y aura donc il y aura une augmentation des pressions et des milliers d'Algériens seront donc privés de partir pour étudier, par exemple, et il se pourrait effectivement que ça va créer un problème interne en Algérie. Et à savoir comment que le régime algérien va gérer ce genre de situation. Maintenant, on va voir. Bien sûr, il va essayer d'utiliser, comme vous dites, les sentiments. D'ailleurs, le régime actuel il a beaucoup d'émotivité. Ça, c'est clair et net et précis. Hein. D'ailleurs, beaucoup d'erreurs ont été faites et rapides. Des fois, je dirais que les derniers moments, peut-être, la diplomatie algérienne est en train du moins dans ses communiqués, d'utiliser la finesse. Mais il y a quelque temps, si vous vous souvenez, à l'époque de l'affaire de MRDZ, on a trouvé beaucoup d'émotivité dans les communiqués, etc., etc., etc. Donc, utiliser la fibre nationaliste, il l'a utilisé depuis l'indépendance, et à ce jour, certainement qu'il va l'utiliser. Mais est-ce qu'il y aura un résultat? Moi, je doute très fort qu'il y aura un résultat parce qu'il y a un divorce. J'aimerais rebondir juste sur un fait. Moi, je maintiens ce que j'ai dit. Il y a fermeture des églises protestantes. Certainement, il y a des évangélistes. Mais attendez un instant, s'il vous plaît. L'Algérie veut s'occuper de quelque chose, il n'a qu'à s'occuper des islamistes avec qui elle est en train de permettre de faire de l'islam politique. Ça, c'est une priorité pour l'Algérie. Les évangélistes sont minoritaires. Les coranistes aussi sont minoritaires. Quand ils essaient de créer des problèmes pour Saïd Jabal Khair, l'islamologue, ça, c'est des réalités algériennes. Peut-être que je ne connais pas bien beaucoup de parties du monde, certainement. Mais l'Algérie, je la connais très bien. Et pour ce qui est des droits de l'homme, quelqu'un qui n'a pas des droits de l'homme dans ses principes, la première chose qu'il doit faire, il doit respecter, c'est un pays contre les droits de l'homme. C'est bien de le faire. Madame Nassira du Tour qui s'est fait refouler, ça c'est très grave. Maintenant, en disant ça ne veut pas dire que je suis en train de justifier aussi la position française. Hein, parce que si on prend par exemple ce qui a été écrit, dès lors que le dialogue aura été établi, il nous faudra également traiter d'autres dossiers bilatéraux sensibles, tels que la dette hospitalière ou les menées de certains services de l'État algérien sur le territoire national,
mais également les questions mémorielles en suspens, sur la base de... C'est dire que même la priorité française, ce n'est pas la mémoire, c'est des choses... regardez la dette hospitalière menée... Donc, quelque part, effectivement, même du côté français, il y a beaucoup de choses à critiquer. Et encore, pourquoi Macron a choisi ce moment si précis pour faire un communiqué? Je vous ai dit, le président algérien ne s'est pas attendu du tout à ce genre de communiqué. Donc, quelque part, il y a toujours des calculs politiciens, même en France, ça c'est clair. Mais ceux qui vont payer, justement, c'est ça qui m'attriste, ce sont notre immigration, parce qu'elle est nombreuse en France, mais aussi les étudiants algériens, principalement la majorité d'entre eux, et je parle en connaissance de cause, parce que j'étais en contact beaucoup avec mes propres étudiants, donc pratiquement leur projet de vie, c'est de partir à l'étranger, et surtout en France. Donc c'est pratiquement un véritable problème, d'autant plus qu'il n'y a pas de débouchés en Algérie, etc. Et j'aimerais aussi Justement, Monsieur Rahmoun, cette problématique, ce problème, est-ce que vous pensez que ça va faire une pression sur le pouvoir, comme peut-être le pouvoir français le souhaite? Ça va être une pression de la part de ces jeunes qui voulaient peut-être aller essayer leur chance, si je peux dire, en France, soit avec un visa d'études ou peut-être pour se marier. Est-ce que ça va être une pression supplémentaire sur le régime algérien? C'est l'un des objectifs, effectivement. Oui, c'est l'un des objectifs, c'est clair. Il est clair que c'est l'un des objectifs voulus. C'est-à-dire, je vous ai dit, ils mettent toujours des conditions. Regardez dans le communiqué que si vous allez lire la première fois, vous allez penser qu'il est très virulent. Non, c'est un communiqué, il y a des conditions, donc c'est au conditionnel. C'est une pression, mais vous avez raison. Si l'article 47 va être appliqué, et bien sûr, il y aura un problème, c'est l'objectif, un tout petit peu de perturber, si vous voulez, la société algérienne, dont l'objectif est qu'elle fasse pression sur le régime algérien, c'est-à-dire de porter un discrédit encore pour le régime algérien. Mais moi, je dis que cette équipe actuelle est une équipe qui, tellement il culmine, je dirais qu'elle fait tellement d'erreurs, et c'est pour ça que principalement, il est vulnérable, de part et d'autre. Parce que si ils avaient des stratèges, ou comme ils pouvaient penser, ils pouvaient faire des plans, etc., on ne serait pas dans cette situation. On serait à la maîtrise du cas libyen, on serait à la maîtrise de plusieurs, crises sécuritaires, etc. Mais là, le problème, je parle bien sûr de la ceinture sécuritaire, mais là, on dirait, nous sommes en train de voir que l'Algérie est en train de se faire, si vous voulez, à chaque fois bousculer, parce qu'il n'y a pas du préventif. Donc la veille stratégique qui devait tout simplement faire en sorte, non seulement d'avoir du renseignement, de le traiter, après l'aide à la décision, de réfléchir, il y a un problème. Ça me rappelle, si vous voulez, ça remonte à loin dans l'histoire, quand le capitaine Léger a tout simplement piégé l'armée de libération nationale. Il y a toujours des pièges. Et de combien d'années se sont passées? Et bien sûr, sans parler des années 80, etc. Et j'en passe, d'autres événements. Donc, qu'est-ce qu'on doit avoir avec la France? Que bien évidemment, je tiens à dire, il y a toujours une connivence entre les deux pays. Même ces personnes qui arrivent à avoir des biens mal acquis, c'est bien évidemment sous l'œil des Français. Pourquoi ils n'ont jamais diffusé cette liste jusqu'à maintenant? Pourquoi les Algériens sont dans l'ignorance totale de combien de personnes qui partent en France ils sont tous des diplomates? Absolument. Monsieur Ghasmi Houssine, si on revient toujours à la réaction des médias, beaucoup parlent maintenant avec cette rôle parce que la France, elle a toujours été une référence par rapport à l'ensemble avec l'Algérie pour d'autres pays, les pays peut-être qui sont loin par rapport à l'Algérie. Est-ce que vous pensez qu'avec cette crise, ça va accentuer l'isolement de l'Algérie par rapport au monde? Parce qu'il y a beaucoup qui accusent l'Algérie avec sa diplomatie qui provoque un isolement. Est-ce qu'avec cette crise dont on parle, beaucoup de médias étrangers, est-ce que ça va accentuer cet isolement d'après ce que vous avez lu dans les médias?
Vous savez, Salim, une crise, s'il y a crise, il va y avoir des dénouements. C'est comme ça, c'est la nature même de ce genre de conflit. Donc, isolement, pas isolement, on verra ça avec le temps. Mais ça dépend. Certaines analyses avancent justement à l'idée que l'Algérie est isolée, en même temps où d'autres avancent totalement le contraire. Par contre, la réaction de l'Algérie, c'est important d'en parler aussi, Salim, puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps. Moi, je vois le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le chargé d'affaires de l'ambassade de la République française en Algérie a été convoqué jeudi, donc cet après-midi, au siège du ministère des Affaires étrangères par un directeur. On appelle ça un directeur des immunités et privilèges, indique le communiqué. Je ne sais pas c'est quoi qu'en poste, Hassan Hirosh. La première deux notes ont été donc certifiées à ce diplomate. L'Algérie annonce la fin de la mise à disposition à titre gratuit de plusieurs biens immobiliers appartenant à l'État algérien au profit de l'ambassade de France à Alger. La note diplomatique des autorités algériennes comprend également une notification de révision des contrats de location conclus entre l'ambassade de France et les offices algériens de promotion et de gestion immobilière, lesquels comptaient jusqu'ici des conditions préférentielles. Voilà, donc pour le côté français. Les autorités algériennes ont invité la partie française à dépêcher une délégation à Alger pour entamer des discussions sur ce dossier. Voilà, Salim. Donc ça, c'est la dernière réaction d'Alger. Peut-être c'est bien d'en parler avec les invités aussi. Monsieur Guesseb, qu'est-ce que vous en pensez de cette réaction algérienne avec ce diplomate français qu'on convoque? J'ai l'impression qu'il habite plus, il passe plus de temps au siège du ministère des Affaires étrangères que chez lui parce qu'il est convoqué presque chaque semaine. Qu'est-ce que vous en pensez de cette réaction? Elle est raisonnable, elle est juste, elle est excessive, elle n'est pas bien réfléchie. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense qu'elle est juste. À toute action, il doit y avoir une réaction. La difficulté de la diplomatie algérienne, c'est qu'elle a été depuis de nombreuses années non offensive. Vous savez, la diplomatie, c'est comme un match de football. Vous ne pouvez pas avoir que la défense. Il faut qu'il y ait des ailiers, donc des alliés. Il faut qu'il y ait des défenseurs, des attaquants. Et l'Algérie, depuis des décennies, avait une posture de défenseur. Or, on ne fait pas une équipe solide qu'avec des défenseurs. Donc ça, c'est la première des choses. Sur la question de révision des privilèges, parce que là, Sigesm il a parlé du directeur des privilèges et j'ai oublié l'autre terme. C'est vrai que c'est un terme assez bizarre. Mais l'Algérie avait déjà invoqué ce levier il y a de cela 4 ou 5 mois lorsque vous vous souvenez que à Neuilly-sur-Seine, dans le 92, ici en France, le maire de Neuilly avait voulu retirer une espèce de petite cabine de sécurité pour la résidence de l'ambassadeur d'Algérie en France. Et les autorités algériennes avaient déjà parlé de cela. Et donc elles sortent aujourd'hui, et c'est normal, elles se défendent avec les armes qu'elles ont. Sur la question des privilèges depuis 1962, et il y a aussi la question je ne sais pas si elle a été reprise aujourd'hui. Peut-être que Sigesm peut nous en donner un mot, si c'est précisé dans ce qu'il a lu, sur la question de la superficie de l'ambassade de France, qui est bien trop importante. En tout cas, ce n'est pas la superficie qu'elle doit bénéficier, surtout dans un endroit pareil. Donc, l'Algérie a sorti, comme le fait la France à tout moment, une arme de rétorsion que sont les biens loués aux Français depuis 1962 pour vraiment de la pacotille. Donc, il est bien, je viens d'apprendre par Sigesm, que l'Algérie a demandé à ce que la France dépêche une délégation à ce sujet. Et il reste encore beaucoup de choses. Mais j'aimerais dire juste que la France n'a pas beaucoup de leviers. Je pense que la France ne se rend pas vraiment compte de cela. Elle n'a pas énormément de leviers sur l'Algérie. J'aimerais aussi terminer mon propos, peut-être que ce sera ma dernière prise de parole, donc je ne souhaite pas la rater, sur ce qui se dit autour, parce que si Améziane a parlé du Hirak tout à l'heure, sur le fameux Hirak qui devrait se dérouler demain, qui est tout sauf un Hirak. Moi j'invite vraiment tous les Algériens
et algérienne à se détourner de cette manipulation grossière faite par des soi-disant opposants qui vivent tous à l'étranger avec des livres sterling, des euros et des dollars et qui veulent envoyer le peuple algérien au casse-pipe sur ce 8 août soi-disant Hirak. Si vous aimez l'Algérie, ça n'est pas l'endroit où il faut aller. Vous participeriez sans le savoir à ce qu'on appelle un Hirak qui n'avait rien à voir avec le Hirak de l'époque. Voilà ce que j'aimerais dire. Mais Hassan Hirak, si on vient à ce communiqué de ministère des Affaires étrangères, cette décision de convoquer encore ce représentant français chargé d'affaires de l'ambassade française du pays, je veux dire l'ambassade française, ce chargé d'affaires, il a été convoqué encore une fois. Il est apparemment pratiquement convoqué une fois par semaine. Qu'est-ce que vous en pensez d'abord de cette réaction? Comme quoi, ce n'est pas de notre faute, c'est la faute de l'autre côté. Est-ce que c'est une réponse diplomatique bien étudiée, stratégique? Je pense qu'il n'y a aucune diplomatie dans ce genre de relation et dans ce genre de réaction, surréaction, etc. Je pense que c'est des mesurettes, beaucoup plus pour penser des blessures narcissiques que pour résoudre des problèmes entre deux grands pays qui ont énormément d'intérêts en commun. Donc, je crois que, très franchement, aujourd'hui, il y a, comment dire, un retournement de situation. C'est vrai que l'Algérie était isolée quand il y a eu de plus en plus de pays en Afrique, en Amérique du Sud et même en Asie qui signaient les accords d'Abraham. Et donc l'Algérie effectivement commençait à être isolée, notamment suite à ses échecs dans le Sahel, par l'intermédiaire évidemment des Émirats arabes unis, qui sont des agents d'Israël. Mais aujourd'hui, il y a un retournement de situation. Depuis le génocide israélien à Gaza, mais pas seulement à Gaza, même en Cisjordanie, je pense que c'est la France qui est de plus en plus isolée, à mesure que Israël est isolé, que leurs alliés sont de plus en plus isolés. Donc c'est dans cette configuration aussi géopolitique que toute cette tension beaucoup plus narcissique que politique, encore moins géopolitique, se déroule. Et on montre de l'arrogance d'un côté et de la fierté nationale de l'autre. Et malheureusement, encore une fois, on est en train de jouer au chat et la souris et avec le modèle perdant-perdant, et ça n'ira nulle part. On a vu comment, par exemple, le drame qu'il y a eu entre la France et l'Australie à propos des sous-marins, et on est en train de reprendre contact et éventuellement d'envisager même une reprise du contrat initial. On a vu la grande crise qu'il y avait avec le Maroc et notamment avec avec le chef des services secrets marocain qui était retenu ici en France, et ça a abouti à pratiquement une rupture diplomatique. Et puis l'affaire du logiciel Pegasus, les autorités françaises étaient écoutées par aussi bien les autorités marocaines que les autorités israéliennes. Donc on est revenu à des relations normales. Donc on voit bien que partout ça a été absolument dramatique, qui dépasse complètement la situation entre l'Algérie et la France. Donc, on est revenu à un climat beaucoup plus sérieux, beaucoup plus apaisé. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, on est en train de soigner des blessures narcissiques des deux côtés. Et je pense que demain, on reviendra au sérieux, en espérant que les vrais dossiers, qui effectivement peuvent influencer sur le devenir des Algériens et des Français, vont être posés sur table et élaborés par des experts des deux côtés de façon sérieuse, pour quitter à la fois
comment dire, la politique Drian-Courtienne et la politique, je ne sais pas, je ne sais plus comment il s'appelle, le responsable du MSP en Algérie. Donc sortir de la politique des deux extrêmes qui nourrissent l'extrême droite des deux pays, les conservateurs des deux pays. Voilà mon opinion, quoi. En un mot, Hassan Hesh, la réaction par rapport à ces appels du 8 août, même Gussoum, apparemment, il y a ce sentiment de peur, si je peux dire, de quelques cercles du pouvoir, comme quoi il y aura peut-être quelque chose demain, le 8 août. Est-ce que vous pouvez comprendre cette appréhension, cette peur du pouvoir par rapport à demain, après ces appels à manifester? Je pense que si le peuple peut rappeler le pouvoir à ses devoirs justement pour lâcher du lest et pour aller vers un processus démocratique, je ne pense pas que le peuple algérien soit manipulé de l'étranger par quelques officines que ce soit. Nous avons des hommes et des femmes politiques sur place qui connaissent très très bien les enjeux nationaux et internationaux. Ils ne se laissent pas compter, ils savent quels sont les enjeux du moment et il leur appartient de prendre les décisions idoines et qui sont utiles à l'avenir du pays. Très bien. Monsieur Mohamed Mamzane Rahmoun, la parole est à vous. On va finir bientôt. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça et on va aller où là avec cette escalade, surtout si on parle de l'intérêt des Algériens dans tout ça? Moi, je rejoins tous ceux qui espèrent effectivement à ce que toutes les crises, pas que celle avec la France, se finissent. L'Algérie mérite des dirigeants qui aiment leur pays réellement, qui reflètent l'Algérie algérienne, qui comprennent les enjeux géopolitiques pour qu'ils puissent prendre des décisions les plus idoines. Et je le dis en toute modestie, je ne me prends pas pour quelqu'un, ça c'est mon souhait. Et bien évidemment, en tout cas, ce n'est pas avec le rythme où va notre pays qu'on va arriver effectivement à ce qu'il y ait, si vous voulez, apaisement. Il faudrait vraiment qu'il y ait du nouveau. Et pour le reste, mes pensées sont toujours à l'immigration algérienne. J'espère qu'elle ne va pas être affolée. Bien sûr, à tous les étudiants, à tous ceux qui ont des intérêts de partir à l'étranger, notamment en France, il ne faut pas s'affoler, il faut qu'ils restent patients. C'est une crise comme toutes les autres, mais on espère que l'Algérie va retrouver sa voie. Très bien. Merci beaucoup, Mohamed Mamzane Rahmoun, président de l'Opération internationale ici à Londres. Monsieur Hassan Hera, merci beaucoup, économiste, analyste politique à partir de Paris. Monsieur Jamal Gussoum, analyste politique, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Dr Sidi Mened Ahmed, observateur politique, malheureusement, il a dû nous quitter un peu plus tôt à partir de Vienne. Merci beaucoup. Et bien sûr, Hossein Gasmi, journaliste, qui a été avec nous et nous a accompagnés pendant cette émission. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous jusqu'à cette heure-ci. Inch'Allah, je vous donne rendez-vous demain. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah.